Bonjour à tous, je vois qu'on est pas mal ici aujourd'hui pour faire la paix avec l'intelligence artificielle. Juste par curiosité, combien de gens utilisent GitHub Copilot ou un de ses concurrents? Ouais, donc on va dire un tiers des gens ici. Pas mal, donc la dernière fois que j'avais déjà précédemment montré ça, il y avait moins de gens, mais j'ai l'impression que de plus en plus on a du monde. Donc ici, pour ceux qui ont déjà fait la paix, visiblement, ça sera que sûrement des choses qu'ils connaissent déjà, mais en gros, l'idée ici, c'est de vous faire un feedback après plusieurs mois de tests de GitHub Copilot, de comment ça s'utilise, qu'est-ce que c'est au final, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et on verra les avantages, les limites. Avant toute chose, je fais un tout petit peu d'auto-promo. Donc moi, je suis cofondateur de Apps42. On est une petite agence digitale 360, full remote, basée quand même en Bourgogne. Donc on est expert en développement mobile de A à Z. Vous venez avec votre besoin et nous, on vous fait une application, on vous la met sur les stores et tout se passe pour le mieux. Moi, personnellement, je suis le côté front, je dev en Flutter, et mon acolyte qui est dans le public, lui, code en PHP Symfony. D'ailleurs, on avait une conférence sur PHP tout à l'heure. On fait aussi de la formation, des audits de code. Et à nos heures perdues, on est éditeur de logiciels. Vous pourrez essayer de retrouver nos applications sur les stores. Donc voilà la fameuse équipe Apps42, dont je suis le front. Voilà l'introduction. Donc GitHub Copilot, qu'est-ce que c'est ? Donc, GitHub Copilot est, selon GitHub Copilot, un AI pair programmer. Donc, je dis GitHub Copilot, on dit GitHub Copilot, mais ici, on dira GitHub Copilot, vu que c'est la même prononciation en français. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est d'un côté GitHub, comme son nom l'indique. Qu'est-ce que c'est GitHub ? C'est un repository qui utilise le protocole Git, mais c'est des millions et des milliards de lignes de code, sûrement, librement hébergées, qui sont bien triées, bien taguées, bien documentées, toutes bien sagement au même endroit. On est super content. De l'autre côté, on a OpenAI Codex. OpenAI qui est plus connu aujourd'hui du grand public pour ChatGPT. Il se trouve que Codex est une sorte de ChatGPT, en tout cas c'est basé sur GPT-3, sur lequel était basé ChatGPT, maintenant c'est GPT-4, qui permet de transformer du texte qu'on dit directement en langage naturel vers du code. Donc en gros, c'est ça, c'est une sorte de sous-ChatGPT qui est vraiment spécialisé pour écrire du code informatique. Et entre les deux, on a Microsoft qui rachète ces deux boîtes. Alors, elle n'a pas tout à fait racheté OpenAI, mais elle est actionnaire majoritaire. Enfin, ce n'est pas vraiment une vraie entreprise, mais bon, passons. Faites-vous racheter par Microsoft par les deux. Et qu'est-ce que fait Microsoft ? Du profit. Donc, alors... J'ai mis hors note, j'ai rajouté hors note depuis la dernière fois parce que en fait, GitHub Copilot coûte 10 € par mois, mais manifestement, ça coûte à Microsoft 20 € par utilisateur, en gros, par mois. Donc, en gros, ils perdent de l'argent, mais ils perdent probablement moins d'argent qu'Amazon qui a sorti un concurrent qui, pour l'instant, est gratuit. Mais bon, en tout cas, tous, ils se tirent la bourre, évidemment, pour arriver à prendre des parts de marché. Aujourd'hui, GitHub Copilot, en fait, c'est Microsoft derrière qui ne savait pas quoi faire de l'achat de GitHub. C'est bon, il a trouvé. Et donc, vous avez une IA qui est entraînée sur probablement la plus grosse base de données de code du monde et qui est capable de vous fournir du code. Voilà ce que c'est GitHub Copilot. Mais aujourd'hui, comment ça marche ? Bon, pour ceux qui ont déjà essayé, vous savez déjà. Mais en gros, c'est simplement quelque chose que vous intégrez dans votre IDE comme un plugin tout bête. Donc, votre IDE préféré, disons, pas sur VI, mais sur tout l'écosystème JetBrains. Et Android Studio, on le verra ensemble. Mais aussi de l'autre côté VS Code, puisque c'est une solution Microsoft. Je sais que Xcode, il y a certains plugins non officiels, je n'ai pas revérifié depuis, mais en tout cas, voilà. Bon, a priori, Apple est en train de sortir aussi sa solution. Mais qu'est-ce que c'est au final ? Eh bien, en fait, c'est comme de l'autocomplétion, mais aux stéroïdes et à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça vous ajoute des suggestions de code ou de fonctions au fur et à mesure que vous codez, suivant le contexte de votre endroit, de votre programmation, comme en fait de l'autocomplétion. Et en fait, comme de l'autocomplétion, on appuie sur Tab, en tout cas sur Android Studio ou sur JetBrains, pour accepter cette suggestion et utiliser GitHub Copilot. C'est aussi simple que ça.
Donc, d'après GitHub Copilot, 74% des gens qui l'utilisent se concentrent sur des tâches plus satisfaisantes. On verra ce que ça veut dire plus exactement. 88% des gens se sentent plus productifs, évidemment, vu que en fait, ils produisent du code qu'ils n'ont pas eu besoin à faire eux-mêmes. Et enfin, 96% des gens se sentent plus rapides sur les tâches répétitives. Bon, ça se mord un peu la queue, mais en gros, ce que ça veut dire ici, c'est que GitHub Copilot, comme un bon IDE bien intégré, en fait, ça facilite la vie du développeur. On verra dans quelle mesure ça la facilite, et surtout, contrairement, ou en tout cas en addition à simplement de l'autocomplétion un peu bête et méchante, comment on peut utiliser GitHub Copilot pour vraiment encore plus se faciliter la vie qu'avant. On verra aussi que ça a des limitations, en particulier sur l'algorithmique, etc. Mais une des dernières statistiques qui est, je trouve, importante, mais qui est un peu paradoxale, c'est que 27% des suggestions sont acceptées. Ce qui paraît peu, mais au final, ce que dit GitHub Copilot, ça veut dire que les gens qui utilisent GitHub Copilot, un quart du code qu'ils produisent, en fait, ce n'est pas eux qui l'ont produit, c'est GitHub Copilot. Donc en fait, quand on le réfléchit comme ça, effectivement, ça paraît beaucoup. Il faut de toute manière, un petit peu limiter un peu cette assertion en se disant que avec un IDE qui est bien configuré, l'autocomplétion nous fait déjà beaucoup de code, même quand on ne s'en rend pas compte. Donc, évidemment, c'est un quart du code qu'on produit qui est par GitHub Copilot. Moi, c'est peut-être un peu plus. Sur Python, apparemment, ça monte à 40% dans les stats. Mais voilà. Passons tout de suite aux choses sérieuses et voyons ce que peut faire GitHub Copilot. Alors, je vous dis tout de suite qu'on va faire du live coding et que comme GitHub Copilot, c'est quelque chose qui est complètement dynamique, des fois, ça plante un peu, mais bon, bref, on essaiera de faire ce qu'on peut. Donc, GitHub Copilot, ce qu'il sait très bien faire, c'est écrire tout le boilerplate. Typiquement, les constructeurs de classes, les factories, les toString, les equals, même du fetch d'API simple, que je ne pourrais pas vous montrer ici, mais on peut aller demander des trucs de Twitter, etc. Quand l'API de Twitter a été ouverte, c'était plus simple. Mais en gros, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que GitHub Copilot, comme il a été entraîné sur des milliards de lignes de code de langages de programmation différents, et qu'il est capable de comprendre le contexte, on n'a pas besoin de lui dire moi je travaille en Java, moi je travaille en PHP, moi je travaille en Dart en l'occurrence. Il sait à peu près, via le contexte, savoir comment coder les trucs, et il sait coder dans à peu près tous les langages. Contrairement à Amazon, la solution d'Amazon qui est sortie il n'y a pas si longtemps, et qui ne sait coder que dans quelques grands langages de programmation, Java, Python, PHP, mais pas en Dart, du coup je ne pourrais pas vous le montrer, puisque moi je code donc en Flutter et en Dart, Dart qui est une sorte de, entre JavaScript et Java, en termes de syntaxe. Donc voilà, rien de fou. Là, simplement ce que j'ai fait, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on ne voit pas trop mal. Donc on a simplement un fichier que j'ai appelé book.dart, où je dis qu'un book, c'est quelque chose qui a un titre, un auteur et un ISBN, qui est l'identifiant des livres. Un book, donc un livre, a une méthode pour copier ces éléments, et un get and the getter for the other full name. OK, donc il faut un getter aussi. Et l'auteur, qu'est-ce que c'est? C'est une classe avec un nom et un nom de famille. OK, très bien. Donc là, je vais juste faire entrer et je vais voir ce qui se passe. Donc on voit en bas à droite que quelque chose tourne là, ici, le petit plugin de GitHub Copilot. Et sans que j'ai rien fait, il m'a créé ça, c'est-à-dire une classe qui ne plante pas à part auteur, puisque auteur, c'est une classe qu'on ne connaît pas, qui prend un titre, un ISBN et un fameux auteur. On a ici le full name, c'est-à-dire le getter que j'ai demandé ici, qui lui renvoie full name. On ne sait pas ce que c'est full name d'ailleurs, puisque pour l'instant autant on ne sait pas ce que c'est, etc. Bon, ok, bon, c'est pas mal, ça m'intéresse. Il y a une méthode copyWith, qui est une méthode assez standard quand on fait du Flutter ou du Dart, une sorte de clone. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire entrer, puis je vais voir s'il peut continuer à faire quelque chose. Oui, il m'a créé une classe auteur, qui a un getter full name qui lui donne le name et le family name. Donc là, juste en passant ici un ensemble de commentaires dans une classe, il a été capable de me générer du code, certes, que n'importe qui peut générer, c'est vraiment du boilerplate, c'est des classes objets métiers, mais en tout cas, ça ne m'a pas pris très longtemps, et a priori, c'est vraiment le code que j'avais demandé. Donc voilà à quoi sert GitHub Copilot au début, et ça paraît un peu magique. Qu'est-ce que c'est faire aussi GitHub Copilot très facilement? C'est des traductions.
comme ChatGPT pour ceux qui ont déjà utilisé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ici, j'ai un fichier de traduction où j'ai une map de string qui me dit, bon, ben, ça c'est Hello World, Goodbye, Welcome to DevFest Strasbourg, bah tiens, j'ai fait une faute d'orthographe ici, ok. I love being a speaker in Strasbourg, aussi une faute d'orthographe ici. Je vais simplement faire entrer, et on va voir ce qu'il est capable de faire. Bon, mais il est capable de me générer la même chose, mais pour FR. C'est-à-dire qu'il a compris qu'ici, je passais l'ISO code de l'anglais, et que ben, probablement, bon, on allait vouloir parler dans d'autres langues qui ont pignon sur rue, comme le FR, non, autre chose, non. Ah bon, ben, du coup, FR, je me rends compte que, comme pour ceux qui ont testé ChatGPT, il est capable de comprendre que j'avais fait une faute d'orthographe et de la corriger ici. Mais je peux aussi dire ben, en allemand, du coup. En allemand, est-ce que tu es capable de me dire quelque chose? Oui? D'accord. Alors, je lis assez mal l'allemand, mais pour les gens strasbourgeois qui doivent connaître un peu plus l'allemand que moi, qui viennent de Marseille, vous l'entendez peut-être à mon accent. Du coup, vous me direz si c'est bien traduit. Mais par exemple, je ne connais pas le code ISO du danois, donc je vais mettre danois, parce que je ne sais pas comment faire ça et je n'ai pas envie de chercher. Et il me l'écrit en danois. Mais je peux essayer même de le faire en klingon si je veux. Et il doit avoir un ISO code du klingon, j'imagine. Ah ben oui, a priori. Donc je ne sais pas. Alors, est-ce qu'il y a des klingonophones ici? Non, je ne sais pas. Du coup, bon, on verra si c'est juste un jour. Mais en tout cas, sur les langues à peu près raisonnables, on a quelque chose qui est tout de suite traduit. Voilà. Ce que vous avez pu voir, c'est qu'ici, j'ai marqué danois, je n'ai pas marqué danish, etc. Il est capable de comprendre le français et capable de comprendre toutes les langues. Et du coup, ce qui est pas mal, pour les gens qui ne maîtrisent que moyennement la langue de Shakespeare, on peut écrire des commentaires en français et ça crée les bonnes classes, etc. Et ça comprend et ça les crée, évidemment, en quelque chose de plus anglais, puisque if, c'est plus anglais que français. Donc ça, c'est un des gros points forts de GitHub Copilot. Et enfin, il connaît les bails, disons en général. C'est-à-dire que les constantes quelconques que vous cherchez, a priori, il les connaît, et même aussi et surtout, parfois, les bonnes pratiques dans votre langage, mais aussi dans des langages que vous ne connaissez pas. Et on verra ce que ça peut vouloir dire un petit peu après. Des constantes quelconques, c'est simple. Ici, on va rentrer des constantes et on va dire, j'en sais rien, tiens, voilà, il veut me créer plein de constantes. Mais on va dire final rainbow colors. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me dire, des couleurs de arc-en-ciel. J'aurais préféré avoir les trucs en hexa, mais on va peut-être essayer de lui demander, final colors hexa codes. Voilà, donc on a des codes exacts. Je ne sais pas s'ils sont justes, mais ça, on verra aussi que c'est des limitations de GitHub Copilot. Mais en tout cas, a priori, il y en a 7 et ça a l'air d'être quelque chose. RGB, donc le premier c'est rouge, c'est bien. Donc ça me paraît pas mal, mais on peut dire aussi final les mois de l'année, par exemple. Et il comprend que j'imagine que si je demande ça, c'est que je dois vouloir le dire en français. Donc il va me l'écrire en français. Mais on peut aller plus loin. On peut dire volume d'une boule, pour ceux qui se rappellent leur cours de 4e, je crois, int rayon. 4/3 de pi fois POW de rayon de 3. POW qui est sûrement dans la truc math. Voilà, donc pi fois R cube, donc 4/3 de pi r cube, oui, je pense que c'est bien ça, le volume d'une boule, etc., etc. Et donc, on peut même chercher final Strasbourg, l'athlon, voilà, a priori, c'est peut-être quelque chose comme ça. Donc on peut aller assez loin et on peut aller assez vite sur tout ce genre de choses, même si, évidemment, de temps en temps, il faut vérifier ce que ça donne. Si Strasbourg, l'athlon nous donne l'athlon de Marseille, on dira à GitHub Copilot de bosser un petit peu. Voilà, donc on va aller un petit peu plus loin, parce que là, effectivement, on se dit payer 10 € par mois pour avoir la latitude et la longitude de Strasbourg que je peux trouver directement sur Google. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'en suis pas sûr. Mais par contre, on peut aller beaucoup plus loin, en particulier quand on bosse. C'est-à-dire, parce que là, on a bien rigolé, mais quand on travaille, ça peut servir aussi à faire pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer ici ce qu'on peut faire sur Flutter. Donc, Flutter est un framework hybride qui permet de coder et de déployer directement en Android et en iOS. Donc, c'est un framework mobile.
développé par Google en l'occurrence, et on va voir ce qu'il est capable de faire sur ce genre de choses, qui n'est pas simplement de la constante, du boilerplate, etc. Il faut quand même commencer à connaître un framework. Donc évidemment, on comprend qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas tout ça, mais il a vu tellement de code qu'il est capable de fournir des choses. Donc on a ici un simulateur d'Android, et on va ouvrir un fichier qui est un écran. Donc j'ai fait un écran, et j'ai dit un peu ce que je voulais faire dans cet écran. Donc c'est un écran qui affiche une image centrée dans une card, qui est un élément de matériel design, avec un titre en dessous. Cette image est un placeholder que je récupère dans le dossier Assets. Je n'ai même pas dit dossier, mais on verra ce que ça donne. Il y a un floating action button qui montre une snack bar qui est présente en bas de l'écran. Et cliquer sur un bouton montre la snack bar. Vive le DFS Strasbourg. Bon. Alors, pour l'instant, j'ai juste un conteneur qui est un élément vide. Et je vais l'enlever. Et puis, on va voir ce que ça donne. Là, ça réfléchit un peu plus longtemps, parce que là, il faut qu'il aille chercher dans les fins fonds de tous les tiroirs de GitHub. Et on a ça. Donc ça, est-ce que ça compile déjà? Oui, ça compile. Donc je vais juste lancer le truc. Et ça a planté. Super. C'est bien. Il n'est pas capable de récupérer assets.defs.png. Donc je n'avais pas regardé. Donc il a chopé assets.defs.png. Effectivement, cet asset n'existe pas. Il est dans le dossier image placeholder.png. Donc on va peut-être essayer de l'aider. From asset, which is in the directory assets/images. Alors, est-ce que si je fais ça et que j'enlève juste cette ligne ici, il est capable de me fournir quelque chose? Images.defs.png, bon, c'est bien, mais je cherchais placeholder ici. Donc je relance. Si j'arrive à relancer, hop, alors attention, je ne sais pas pourquoi j'ai fait en debug. Je relance et on a quelque chose qui paraît pas mal. Donc je reviens sur mon écran. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un écran avec une carte au milieu, avec effectivement une image centrée et un titre en dessous. Titre que je n'avais pas dit ce que je voulais, du coup il a choisi à ma place, DFS Strasbourg. Et quand j'appuie sur ce bouton, magie, vive le DFS Strasbourg. Ça paraît un peu magique ici, on se dit, bon, il a dû préparer un truc. J'ai vraiment rien préparé là, hein. Du coup, à chaque fois que je fais ce truc, c'est vraiment aléatoire. Et du coup, là, pour une fois, ça a bien marché, mais la plupart du temps, ça marche bien. Ça marche tellement bien, j'allais vous montrer qu'on peut faire des complétions ici, c'est-à-dire qu'on peut choisir un morceau de code et dire « Ok, est-ce que tu peux me donner d'autres alternatives à ce que tu me disais ?» Donc ici, il me dit « Est-ce que tu veux image/dfs.png ou dfsstrasbourg.png ?» Enfin bref, il essaye de trouver des alternatives et il te donne la solution qu'il préfère. Donc je remets ça ici. Mais voilà, aujourd'hui, on a ça, disons, gratuitement. Si j'avais jamais fait de Flutter, mais que j'étais capable d'expliquer, disons, assez simplement ce que je voulais, ben je pouvais déjà commencer à créer mon truc. Et même quand je fais du Flutter, ben, tout de suite, ça va beaucoup plus vite. Et en fait, je peux faire du CDD, Comment Driven Development, où je vais tout commenter, et puis lui, il va essayer de faire les choses derrière. Donc ça, c'est une manière aussi de travailler avec GitHub Copilot. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi de super bien? Donc là, je vais arrêter de vous montrer du code un petit peu parce que c'est un peu plus complexe. Mais en gros, donc, Flutter, ça permet d'écrire du code sur Android et sur iOS. Donc on va écrire du code en Dart et ça va marcher sur Android et sur iOS. Mais il y a certains cas de figure où on est obligé d'écrire du code natif. Et en particulier, quand on veut ajouter des home widgets sur la home de votre téléphone, où là, on est encore obligé d'écrire un morceau de code en Swift et un morceau de code en Android. Donc là, vous verrez l'appli IndiSUV, qui est une appli que votre serviteur a faite et qui est sur les stores. N'hésitez pas à la télécharger. En plus, en ce moment, là, c'est vraiment important. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ce que je voudrais faire ici, c'est que j'ai mis un home widget et qu'en fait, selon l'IndiSUV, je vais changer la couleur entre un vert s'il n'y a pas de danger et un rouge s'il y a beaucoup de danger. Donc moi, j'ai écrit une fonction. Alors, on passe les détails de la fonction ici, mais j'ai écrit une fonction en Dart qui interpole des couleurs selon l'indice UV.
Ok, bon ça c'est super, mais le Swift, ça fait un petit moment que j'en fais plus du tout. Du coup, je me rappelle plus vraiment simplement la syntaxe, etc. Ça va me gonfler. Xcode, ça marche pas très bien. Bon, de toutes mes excuses pour ceux qui adorent Xcode, mais en tout cas, moi, j'adore pas. Et sur Android Studio, ça marche pas du tout. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais ouvrir un fichier, je vais créer un fichier en .swift, comme ça, GitHub Copilot, il va se dire, ah ouais, lui, il veut écrire du Swift. Et je vais dire, bon, ben, vas-y, je prends ma truc en Dart, je la mets en commentaire, comme on a fait, puis je lui dis, bah, tu fais celle-là, mais en Swift. Et il m'a pondu du code qui est probablement pas très Swifty, mais qui fait à peu près le taf. Je dis bien à peu près, puisqu'ici, ici, on utilise la fonction lerp. Lerp qui permet d'interpoler une valeur entre deux valeurs. Donc ça, c'est une fonction ici, là, que je vous remets là, que j'utilise ici, qui est une fonction qui existe en Dart, en fait. Mais en Swift, ça n'existe pas, lerp. Voilà. Donc, qu'est-ce que je dis? Je dis, je voudrais en fait interpoler entre deux couleurs. La fonction, elle s'appelle lerp. Et puis, essaye de marcher. Et puis, il m'a fait ce truc, qui, en l'occurrence, est encore moins Swifty, je présume, avec plein de points d'exclamation partout, etc. Ça, je pense que Xcode, il serait vraiment pas content si je lui montrais. Mais en tout cas, ça fonctionne, et c'est ce que j'utilise. Enfin, je vais peut-être retravailler un petit peu, mais c'est ce que je vais utiliser. Ça va me servir de base de code pour pouvoir retravailler et vérifier. Sans que je me rappelle tous mes cours de Swift, que je me rappelle qu'il faut dire left, et puis qu'il faut utiliser self, et puis comment tu unwrap un truc qui est optionnel, etc., etc. Même la syntaxe de la signature d'une méthode, c'est pas forcément évident. Donc voilà, tous ces trucs, ça fonctionne bien en Swift. En GitHub Copilot. Avec GitHub Copilot, ça fonctionne bien en Swift, mais pas sur Xcode tout à fait pour l'instant. Le problème de GitHub Copilot, c'est qu'on a tendance un peu trop facilement à se dire que c'est miraculeux. Et donc, c'est un outil, GitHub Copilot, c'est pas une baguette magique. C'est à peu près pareil que sur ChatGPT quand c'est sorti, on s'est dit c'est bon, c'est fini, on n'a plus besoin de travailler, l'IA va nous manger, Terminator est à nos portes, etc. C'est que partiellement vrai, et au final, on se rend compte que ça a beaucoup de limitations, et que c'est très bien pour faire les choses qu'il sait très bien faire. Et les choses qu'il sait très bien faire, c'est ce que je vous ai montré avant. Mais qu'est-ce qu'il ne sait pas très bien faire? Donc déjà, ce qu'il faut bien se rappeler quand on utilise ChatGPT, l'intelligence artificielle en général, en tout cas en 2023, peut-être que quand en 2040 on sera dirigé par des robots, je changerai ce que j'ai écrit ici, mais aujourd'hui, GitHub Copilot ne comprend rien. Quand je dis rien, c'est rien. C'est exactement comme ChatGPT. Ce modèle de langage est donc un LLM, un large modèle de langage, et il donne juste la suite du programme qu'il estime être la plus probable. Il se trouve qu'avant vous, il y a plein de gens qui ont écrit des fonctions de l'ERP, il y a plein de gens qui ont écrit des binary search, il y a plein de gens qui ont écrit des écrans en Flutter. Et tout ça, ça se retrouve sur GitHub. Et donc, lui, il se dit que s'il y a plein de gens qui ont écrit ça, et qu'en plus, je vois que tu écris en français, et qu'en plus, etc., eh bien, en fait, la suite du programme, ça doit être ça. Et la plupart du temps, c'est vrai. La plupart du temps. Mais en fait, ça ne donne aucune garantie de sécurité, d'absence de bugs, etc., etc. Et si vous ne me croyez pas, écoutez Yann LeCun, qui est considéré comme un des pères, en gros, des LLM ici. C'est un mec qui a travaillé chez Facebook pendant très longtemps. Et donc, dans une conférence qu'il a donnée il y a 1 mois et demi, il a bien dit « Autorégressive LLM suck ». Autorégressive LLM, dont Codex fait partie. Pourquoi ça suck? Parce que ça peut produire du code un peu fou, une sorte d'hallucination, pardon. Ça prend beaucoup le contexte de programmation, et ça, on le verra juste après ce que ça veut dire. Donc, si vous écrivez du code pourri parce que vous êtes un mauvais développeur, GitHub Copilot va écrire du code pourri. Voilà. Ça, et ça fait quoi? Ça ne sait pas bien raisonner, je vous ai bien dit, ça ne comprend rien. Du coup, les maths, réfléchir, etc., il ne sait pas faire. Il sait juste dire que 2 plus 2 égale, la plupart du temps, derrière, on va mettre un 4, mais il n'a pas fait de calcul pour savoir que 2 plus 2, ça valait 4. Donc, c'est super bien, et on est easily fooled, c'est-à-dire qu'on croit facilement qu'ils savent tout faire parce que ça a l'air magique, mais en fait, ça ne comprend pas du tout ce que ça fait. C'est simplement, mais quand on a compris ça, ça fait beaucoup de choses déjà, c'est simplement
l'action la plus probable après. Typiquement, pour le boilerplate, on avait tous, enfin en tout cas moi j'adore pas ça, mais beaucoup de gens utilisent des générateurs de code parce que en fait c'est simple et c'est toujours la même chose. Et c'est ce que fait GitHub Copilot. Donc GitHub Copilot, comme disait Yann Lequin et comme je vous dis aussi, il fait surtout comme vous. Il est basé sur des milliards de lignes de code, mais il va énormément prendre en compte son contexte très proche. Et quand je dis très proche, c'est très proche. Pourquoi aussi? C'est une limitation de sous-sous en termes de Microsoft et de serveurs, c'est-à-dire qu'il ne peut pas aller voir trop loin dans tout votre code, votre architecture, etc., parce que ça coûterait trop cher en termes de serveurs. Donc en fait, il se cantonne à des trucs très proches de lui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous faites des erreurs, il va faire les mêmes erreurs que vous, ou les mêmes mauvaises pratiques. Donc j'ai créé une classe qui s'appelle Ugly ici. Donc c'est une classe de voiture. Donc ici, j'ai pas mis une majuscule j'ai pas mis de majuscule alors que c'est la bonne pratique en Dart. J'ai fait un late final ici avec un truc tout en majuscule. J'ai utilisé du sorte de snake case ici. En d'autres termes, j'ai pas utilisé du tout les bonnes pratiques. Et en plus, j'ai carrément mis un bug assez vicieux, qui est que j'ai pas mis la même chose entre l'égalité et le hashcode. Ça veut dire que si vous utilisez ça dans une liste, dans un set, etc., vous n'allez pas pouvoir trier comme il faut, parce que ça ne va pas fonctionner. Bon, très bien. Moi, je suis un nouveau développeur, je ne connais pas tout ça. Moi, j'ai écrit ça. Écoutez, voilà, le compilateur, il dit que ça marche. Bon, ben, ça marche, hein. Bon, ben vas-y, maintenant que j'ai écrit ça, je suis super content, je viens d'installer GitHub Copilot, bon, ben je vais faire une autre classe d'avion, par exemple. Je voudrais classe explaining planes. Je dis un peu n'importe quoi pour voir s'il comprend, puis on verra. A plane as a... Non, c'est bon, me gonfle pas, donc je veux juste une classe. Voilà. Alors, ça réfléchit. Ah, ben, il est mieux qu'avant. Il est mieux qu'avant. Bon, ben, il a réussi à faire quelque chose de bien, super, mais c'est encore plus drôle. Donc, il a réussi à faire quelque chose de bien qui ne ressemble pas à ça. Donc, ouais, quand j'avais essayé, bon, ben, il écrivait la même chose, mais en mettant plain à la place. Donc, ici, c'est pas mal, mais là, il vient de se tromper. C'est-à-dire qu'en fait, le hashcode vaut toujours 1, quoi qu'il arrive, et l'opérateur d'égalité est plus raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il a introduit un bug ici parce qu'il a vu dans le contexte qu'il y avait un bug sur le hash, enfin, que c'est comme ça qu'on écrivait le hashcode chez moi. Donc il a remis ça, et ça, c'est un vrai bug vicieux, et pour tous les développeurs qui ont dû faire ça une fois dans leur vie, qui ont mal fait l'égalité et le hashcode pour faire marcher une map ou une liste et un tri, savent de quoi je parle. Et aujourd'hui, en fait, c'est encore plus vicieux parce qu'il lui réutilise les bonnes pratiques, mais il a introduit un bug. Voilà, pourquoi? C'est toujours la même chose, c'est parce que il ne comprend pas ce qu'il fait, et en plus, il utilise son contexte. Donc, il fait les mêmes erreurs que vous. Exactement. Alors, ça, c'était le truc que je montrais au départ, mais depuis, il arrive à peu près à bien le faire. Donc, bon, je vais vous l'expliquer un peu plus simplement. Ici, en gros, j'ai fait un algo semi-trivial. C'est-à-dire qu'un algo très trivial, pas forcément trivial à écrire quand on ne l'a jamais écrit, mais en tout cas très connu, typiquement de la recherche binaire, puis je vous montrerai après. Donc un algorithme qui arrive quand même de temps en temps où ce n'est pas exactement ce que tout le monde a écrit tout le temps, il se trompe beaucoup plus facilement. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on a pris? C'est un truc assez simple à expliquer. C'est un algo qui prend un datetime, c'est un objet qui contient une date et une heure, et il arrondit à la dizaine inférieure l'heure donnée. Donc si j'ai midi 37, il fait midi 30. Si j'ai minuit 12, il fait minuit 10, etc., etc. Donc en gros, moi j'ai écrit cette fonction comme tout bon développeur en gros l'écrirait, c'est-à-dire on prend un datetime, on récupère l'heure du datetime, on pad left pour avoir les zéros sur le côté quand c'est que 1, et pareil pour les minutes. Alors là on fait un petit bins où on enlève le modulo, enfin le reste de la division entière par 10 pour justement enlever le truc. Donc j'ai demandé ça à GitHub Copilot. Je lui ai dit, vas-y, fais la même chose. Je te donne même des exemples parce que je suis vraiment gentil. Et puis voilà. Et qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Il m'a dit, OK, donc je prends les minutes. Ici, il m'a fait un petit bins où il a utilisé floor, etc. Bon, ouais, pourquoi pas. Et donc, il a machin. Il n'a pas des left à droite, mais il n'a pas des left à gauche. Alors, vous pourrez me dire, oui, on s'en fout un petit peu. Sauf que moi, dans mon exemple, j'ai bien mis 0,1,37, 0,1,30. Donc là, évidemment, c'est assez trivial, comme erreur d'ailleurs, c'est assez trivial à vérifier. Mais des trucs plus complexes, en fait, tout de suite, GitHub Copilot va se tromper, en fait.
Et il va se tromper de manière parfois subtile, qui est pas... En gros, il ne va pas se tromper comme un humain se tromperait. C'est-à-dire qu'il va introduire des bugs pas où vous attendez à ce qu'il y ait des bugs introduits. Et donc là, pour ce genre de choses, c'est pas super. Et admettons que je sois un développeur débutant, et en fait, sur ce genre de choses, quand je suis débutant, je vais dire if c'est inférieur à 10, je fais ça, if c'est inférieur à 20, je fais ça, etc. Et en fait, si je commence à utiliser if au début, il se dit « Ah ok, toi, tu es un développeur débutant, j'en ai lu plein du code de développeur débutant. Du coup, on va l'écrire comme ça. » Et même si, en l'occurrence, ça fonctionne, c'est du code très peu maintenable et vraiment pas très élégant. Et on a envie de dire que quand notre développeur débutant nous envoie une PR, il écrit ça, on lui dit « Réfléchis 5 minutes de plus et puis tu vas essayer de faire mieux que ça. » Sauf que GitHub Copilot, lui, réfléchit pas. Et qu'il y a plein de développeurs débutants qui ont mis leur code sur GitHub, en fait. Et donc, on a ça. Voilà. J'en étais où? Ouais, alors ça, je vais faire donc un petit aparté, parce qu'il me reste encore un peu de temps. Petit aparté, justement, sur cette binary search, parce que c'est assez magique, du coup, on va quand même le voir, parce que c'est vrai que GitHub Copilot, c'est... Alors voilà, j'avais demandé aujourd'hui, alors là, il était parti dans les grands délires... C'est du code qui est juste, de ce que j'ai lu, mais c'est vraiment pas très beau. Du coup, on va l'oublier. Hein. Alors, faisons un truc tout simple. Je veux faire la binary search. Donc, je vais dire int binary search. Hop. Puis, je suis sûr qu'il est capable de faire le reste. Hop. Alors, hop là. Donc, j'ose espérer que c'est juste. De toute façon, chaque fois que j'écris une recherche binaire moi-même, je me trompe, donc c'est pas très grave. Mais admettons qu'il a écrit à peu près juste une recherche binaire. La même chose, en fait, je voudrais l'avoir en Swift. OK, bon. Parce que je sens que vous ne me croyez pas de la truc de tout à l'heure. Donc, j'ai créé un fichier qui s'appelle algo.swift. Et je lui ai dit, écoute, cette recherche binaire que je recolle ici, que j'ai mis en commentaire, tu me l'écris en Swift. Donc je me rappelle que d'une chose en Swift, c'est comment déclarer une fonction. Il faut dire func. Voilà. Donc là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que j'utilise Android Studio et qu'il n'y a aucune coloration syntaxique pour Swift. Et il m'a écrit, bizarrement, quelque chose qui a l'air d'être du Swift, disons, avec des var, des while, des machins. A priori, ça, c'est des signatures très swiftiennes. Mais bon, ça, je ne sais pas le tester. Donc, je vais lui dire, mais en fait, je voudrais test this method with with the following code. Tiens, allez, vas-y. Ah, il me crée une liste, d'accord. Et on fait une binary search de ça. Et bon, on peut le print. Voilà. On aurait pu chercher sur Internet pour voir si c'était une syntaxe correcte, mais a priori, on a un début de quelque chose pour travailler en Swift, même si on n'a jamais fait de Swift. Et moi, je l'utilise, alors pas trop en Swift, mais j'utilise beaucoup en Python pour faire des scripts, etc. En fait, on lui dit un peu ce qu'on veut, et puis lui, il commence à dérouler. Pareil, la syntaxe de Python, moi, je l'adore pas personnellement. Du coup, quand il me l'a fait à ma place, je préfère. Voilà, donc ça, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ah oui, un dernier point sur lequel j'étais passé, mais on en profite parce qu'on a encore un peu de temps, c'est qu'en gros, souvent, on est développeur front et en fait, on va utiliser un Swagger et on a la forme, en gros, du JSON qui est reçu par l'API. Donc, on n'a que ça et on va dire, en fait, je voudrais la classe de ce truc, classe user. Et juste, en gros, je lui ai donné le contexte où, en gros, je te file un JSON, essaye de te débrouiller avec, quoi. J'ai rien dit de plus, j'ai même pas commenté. Et en fait, directement, il va me créer, j'essaie de pas trop scroller trop vite, il va me créer une classe user qui reprend tous les champs que j'avais mis dans le JSON juste au-dessus. Et il me crée une classe adresse aussi, puisque adresse ici, c'est un objet, mais que j'ai pas encore créé. Donc, on va essayer de le créer aussi. Est-ce que tu es capable de créer ça, GitHub Copilot? Vas-y, essaye. Il n'arrive pas là, il veut plus. Il fait la tête. Je fais add. Alors, est-ce que tu y arrives? Il faut lui parler comme ça. Et voilà, donc il me crée une classe adresse qui fonctionne avec ça. Et donc là, juste en fait, en utilisant le JSON d'entrée d'un Swagger, je crée mes classes boilerplate. Vous allez me dire, oui, c'est ce qu'on peut faire avec un générateur de code. Oui, c'est vrai. Mais un générateur de code, déjà, il faut l'intégrer, il faut le machin, il faut le truc. Ici, c'est tout prêt, directement. C'est de l'autocomplétion. Donc vraiment très facile. On va aller aux choses qui piquent un peu. GitHub Copilot n'est peut-être pas légal. Du coup, aucune prise en compte des copyrights. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire directement dans le FAQ qui s'engage à venir au tribunal avec vous s'il y a un problème de copyright. Du coup, c'est pas top, mais bon, au moins ils viendront avec vous et ils vous serreront la main. Il y a beaucoup de failles de sécurité.
parce que s'il y a des failles de sécurité sur GitHub, et il y en a, il va peut-être les réutiliser. Et enfin, vous pouvez choisir de bloquer le blocage des suggestions publiques, etc. Mais peut-être que ça ne suffira pas. Pourquoi ? Parce que, comme disait ce cher Yann Lequin, il a des hallucinations. Et qu'est-ce que ça veut dire des hallucinations en termes LLM ? Ça veut dire que même si on l'empêche de faire certaines choses, de temps en temps, il va vouloir quand même les faire et vous les montrer. Et donc, il y a des mecs sur Twitter qui avaient fait du code qui était hébergé sur GitHub, mais qui avait des licences non libres, qui ont vu, en utilisant GitHub Copilot, que ça reprenait entièrement leur code à eux. Donc ça les a passablement énervés. Mais voilà, ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que si vous utilisez GitHub pour individu, j'allais dire, pour personnel, et que vous faites du code que vous voulez vraiment qui reste secret, c'est pas forcément une très bonne idée d'utiliser GitHub Copilot. Mais bon, on n'arrête pas le progrès. Du coup, je sens qu'on va être, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de mal fait que la dernière fois. Je sens que ça va être quelque chose qui va être de plus en plus utilisé et de moins en moins, de plus en plus sécuritaire d'une certaine manière. Mais quelques tips glanés au fur et à mesure de mes pérégrinations avec GitHub Copilot. Ça vous force en fait à faire quelque chose de propre entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas appeler vos fonctions A ou vos variables A, mais de leur donner des noms de méthodes et de variables explicites. Parce que si vous donnez des noms de méthodes et de variables explicites, vous avez plus de chances que GitHub Copilot, grâce au contexte, retrouve des choses intéressantes. Pareil, il travaille bien sur des petits contextes. Donc si vous faites des petites méthodes, ça marche mieux. Mais ça tombe super bien parce que ces deux premiers points, en fait, c'est bien codé. Du coup, ça tombe très très bien. Ça vous force à mieux coder. Ne pas oublier de toujours relire le code parce que, comme on l'a vu assez simplement, c'est assez simple d'introduire des bugs avec GitHub Copilot. Cherchez dans les autres suggestions, ça peut être utile parfois d'avoir d'autres manières de faire, et il y a d'autres manières de faire qui sont parfois plus intéressantes que celles qu'il propose. Utilisez les commentaires. Utilisez VS Code. Alors moi j'utilise Android Studio, mais sur VS Code, on a une intégration encore plus poussée où on peut carrément chatter, un peu comme ChatGPT avec GitHub Copilot, et il peut vous aider à poser un peu plus des archis. Alors que là, c'est un peu difficile de poser des archis grâce à GitHub Copilot. Ce qui est utile aussi, c'est qu'il est capable, si vous lui donnez du code, de vous dire « Ok, là c'est bien, là c'est pas bien, etc. » ou d'utiliser des API sur certains langages de programmation que vous ne connaissez pas. Testez la concurrence. Alors moi, j'ai voulu tester Amazon Web Service, qui est gratuit en ce moment, donc n'hésitez pas à le tester. Mais en Dart, ça ne fonctionne pas pour l'instant, que sur les très grands langages de programmation. Et enfin, laissez-vous surprendre. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup étonné, et je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont déjà utilisé, mais simplement le fait de dire « fais-moi cette méthode en Swift » et ça marche, c'est quand même assez surprenant et plutôt cool en fait. Donc autant le faire. Donc quelques points à ramener chez vous. GitHub Copilot, c'est très bon sur les tâches simples, constantes, les API super connues, pas forcément de vous, mais de la communauté. C'est-à-dire que si vous vous lancez en Python, par exemple, et que vous faites de la data science, Panda, etc., il va connaître. Donc ça, c'est ultra facile de rentrer sur des nouvelles choses qui sont connues, de la syntaxe, de la traduction, tout ce qui est boilerplate. Mais c'est mauvais sur des tâches complexes. Les algos, l'architecture en général, parce qu'il se base que sur un petit contexte. Donc c'est très difficile de faire de l'architecture, même s'il y a des gens qui commencent à essayer de faire des choses. Et que sur VS Code, on peut commencer à poser des archis. Alors, c'est souvent des squelettes d'applications, etc. Mais il peut y avoir des choses intéressantes. Et sur certaines bonnes pratiques dont il se fout complètement. C'est parfois dangereux. Donc, bug difficile à débusquer. D'ailleurs, le coup du hashcode, je suis sûr que c'est assez difficile pour pas mal de gens. La légalité du code, on ne sait pas. Et les fuites de données, eux, ils disent que non. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que GitHub Copilot, c'est très bien, mais ce n'est pas pour les novices. Parce qu'en fait, ça ne va pas forcément vous apprendre à coder, ça va vous aider à coder. C'est un copilote, ça n'est pas un pilote. Et donc, comme on ne donne pas une voiture à un enfant, on ne donne pas GitHub Copilot à un débutant. Donc ça, c'est pour toutes les ESN qui m'écoutent. Faites des PR, relisez le code quand même. Enfin, c'est pas cher, mais c'est pas gratuit. C'est 10 € par mois.
Bon, on a deux mois gratuits. Bon, ben, moi, le 3e mois, je l'ai payé, du coup, hein, parce que maintenant, je l'utilise tout le temps. C'est 10 € par mois. Ça risque de devenir plus cher à un moment, je ne sais pas, vu que ça leur coûte 20 € par mois à Microsoft. Donc, je ne sais pas combien de temps ils voudront être des samaritains comme ça. Et enfin, ben, comme je vous disais, essayer, c'est l'adopter. Pour moi, c'est vraiment difficile de s'en passer. Et ça devient à peu près aussi difficile de s'en passer que maintenant, j'utilise Android Studio et plus Notepad++. Voilà, aujourd'hui, j'utilise GitHub Copilot, pas GitHub Copilot. Un petit point à la fin quand même, c'est que parfois, il va commencer à vouloir trop délirer, etc. Vous pouvez toujours le couper, faire votre petit truc et le remettre ensuite. Voilà. Et donc, pour citer l'oncle Ben, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est ce qu'il faut garder en tête pour GitHub Copilot. Je vous remercie, puis n'hésitez pas à noter la conf là, avec le gros QR code. Et merci, je suis prêt à écouter vos questions. Ouais. Ok. Ouais. Bah, c'est très bien. Félicitations. Ok, ok. Donc là, c'est sur Android Studio. D'accord, ok. Ok. Ok, super. Bah, il est aussi sur PyCharm. Il est sur PHP Storm aussi. Ouais, non, bah, ouais, c'est bien. Il y a une extension. Ah bon, bah alors, on n'arrête pas le progrès, je vous dis. Et deuxième point, pour les entreprises, donc, où là, il y a plus de garanties, mais pareil, c'est difficile de savoir, plus de garanties sur le fait que votre code que vous tapez ne sera pas réutilisé pour alimenter GitHub Copilot, qui est à 20 € par mois. Enfin, 20 $ par mois. D'autres questions? Ouais. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un système pour remonter les bugs, un système de remontée de bugs, de trucs aberrants? Je ne sais pas. Je crois que oui, en fait, sur le site de GitHub Copilot, on doit pouvoir remonter des choses, mais je t'avoue, je ne sais pas du tout. Ouais. Ouais. Alors la question, c'est, je répète pour la captation, la question c'est où s'arrête le contexte local, jusqu'où il va chercher. Je n'ai pas la réponse à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il est capable d'aller plus loin que le fichier. Donc ce n'est pas le fichier, en tout cas la réponse, ça peut être plus loin que ça. Le vrai problème, c'est des limitations techniques et d'argent. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une réponse plus précise que moi. Mais en gros, il va chercher pas trop loin, parce que ça coûte très cher en fait, à calculer. Mais ce n'est pas le fichier, ça peut être ailleurs. Les onglets ouverts. D'accord. Ok, donc dans VS Code, c'est les onglets ouverts. Merci beaucoup. Oui. Ok, donc la question c'est quelles sont les dérives évidentes de ce genre de choses, c'est qu'on va trop s'appuyer là-dessus et puis on ne va pas avoir les bugs et créer des failles de sécurité. La réponse, c'est vraiment être attentif déjà. Pour moi, c'est vraiment pas un outil qu'on peut donner simplement à quelqu'un qui se lance dans le code, typiquement. C'est un peu la même réponse que du no-code, etc. C'est comment dire, l'alpha et l'oméga. Moi, je ne pense pas. Clairement, c'est quelque chose qui est utile pour s'aider. La deuxième réponse à ça, un peu moins de Normand, c'est que
Je pense que les gens qui utilisent par exemple ChatGPT au début se sont dit c'est magnifique, ça répond à tout, etc., etc. Et que vite, en fait, les gens se sont rendus compte que ça n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que personne, par exemple, dirait maintenant, en tout cas qui a une certaine expérience de ChatGPT, écris-moi un mail pour mon DRH pour me dire, pour lui dire d'aller se faire voir, mais gentiment, de prendre texto le truc et de l'envoyer. Tout le monde va relire en fait, parce que tout le monde a compris que c'est une aide, mais que ça n'est pas en fait une vraie personne, un avocat, un fiscaliste, un développeur qui est derrière. Et donc en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je relis tout le temps, simplement ce qu'il fait, parce que ça n'a aucun sens de ne pas relire ce qu'a fait GitHub Copilot. Donc la vraie réponse, c'est à l'usage, en fait, on relit de manière intuitive ce que fait GitHub. Enfin, il suffit d'avoir pris un énorme bug pour relire de manière intuitive ce que fait GitHub Copilot. Voilà. Vraiment. Enfin, voilà, c'est un peu ça la question. Par contre, pour des gens qui sont débutants, ils n'auront pas forcément ce réflexe, ils n'auront pas forcément ces outils en tant que développeur qui s'est pris un peu des gros bugs et des gros badges dans la tête. C'est pour ça qu'il faut, je pense, faire beaucoup de pédagogie en tant que lead dev sur GitHub Copilot quand on a des devs juniors. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a un équivalent open source. Je sais que Amazon a fait quelque chose. Il y a probablement des équivalents open source, mais qui ont, en tout cas, à ma connaissance, pas du tout la célébrité de ça. Et à quel point on peut le configurer? Zéro, à peu près. Voilà. On peut le couper ou le lancer. En tout cas, sur Android Studio, sur VS Code, peut-être qu'on peut faire des choses un peu plus intéressantes. Mais en tout cas, non, c'est on-off. Voilà, c'est ça la configuration de GitHub Copilot. Ouais. Alors oui, sûrement, mais c'est à peu près aussi compliqué que de fine-tune avec les bons prompts un ChatGPT. Donc on peut pas se baser, aujourd'hui on peut pas se baser là-dessus. Il y a des gens qui, je sais, essayent de faire des choses pour, en gros, le pousser, par exemple, typiquement à créer des archis, en fait. Donc créer des sortes de squelettes, etc., ce genre de choses. Mais en fait, c'est simplement difficile à fine-tuner, ce genre de choses. Voilà. Ouais. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Là, je ne l'ai pas montré, mais on peut avoir du code et puis lui dire, commencer à faire des slash, et puis lui, il va dire, bon, ben, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et dans VS Code, avec GitHub Copilot Lab, je crois que ça s'appelle, on peut lui passer des méthodes entières et lui dire, ben, explique-moi ce que ça fait. Ouais. D'accord. OK. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Oui, alors ils essayent de limiter ça au maximum, mais la vraie réponse est oui. Voilà. D'ailleurs, on peut essayer, hein, on va essayer dans les constantes, on va essayer de trouver l'adresse IP de la NASA. Hein. Alors, non, mais il veut pas. Alors, GitHub, Copilot, qu'est-ce que tu nous fais là? Alors, on va commencer à l'aider peut-être. Ah, voilà, il veut me dire quelque chose? Dis-nous quelque chose. Ben non, ben il veut pas. Alors, NSA peut-être? Non, ben je sais pas, il n'y arrive pas, hein, il veut vraiment pas. Ben, ils ont dû bloquer ça du coup. Donc oui, ils arrivent à bloquer des choses, mais tout, c'est difficile. Ouais. Donc il y a des gens qui se sont plaints. Bah, typiquement, la personne qui avait son code qui était, disons, sous licence pas libre, avait son code de pondu quand il demandait d'utiliser son algo. Quoi. Mais ouais, mais ils essayent de faire attention là-dessus, mais on ne peut pas rêver non plus. Hein.
Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas d'ici, là. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non. Dans ce cas-là, je vais juste en profiter pour faire une toute petite annonce pour vous dire qu'on commence à vous remettre vos t-shirts. Donc il faudra que vous récupériez pas le QR code qui est sur votre badge, mais celui qui avait déjà dans vos mails. Vous pouvez nous rejoindre à l'accueil. Et si vous ne l'avez pas pris avec t-shirt, vous pouvez, avec 2 €, on a un TPE, à partir de 17 h, les acheter. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est possible de me...